Partons au Maroc, découvrir une ville qui a subi une métamorphose à grande vitesse. Carrefour entre l'Atlantique et la Méditerranée, entre l'Europe et l'Afrique, elle fait face à Gibraltar. Depuis l'accession au trône de Sa Majesté Mohamed VI en 1999, ses infrastructures et son accès ont subi une mue à marche forcée, comme en témoigne sa magnifique corniche s'étendant sur plus de 2 km. Tanger, vieille cité populaire, une des plus anciennes du pays, fut pendant 1500 ans la capitale diplomatique du royaume. Cité cosmopolite, le charme et l'atmosphère unique de ces vieux quartiers, des petites ruelles de la Médina, ont attiré des artistes de tous horizons. Delacroix, Matisse, Jean Genet, Paul Bowles et bien d'autres, mais pas que des artistes. La légation américaine est le seul monument historique des États-Unis hors des États-Unis. En 1777, le Maroc était le premier pays de reconnaître l'indépendance des États-Unis. Comme Tanger était ville diplomatique, ça a servi comme mission diplomatique pendant presque 150 ans, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand c'était, on disait, un nid d'espions. Les premières opérations d'espionnage signalées à Tanger remontent au XVIIe siècle, lorsque la ville était tombée sous l'emprise de l'Angleterre. Son apogée eut lieu lors de la Seconde Guerre mondiale. La légation américaine joua un rôle primordial pour maintenir le secret de l'opération Torche, le débarquement des Alliés en Afrique du Nord française, et tromper le régime de Vichy. Et les Américains lui en furent reconnaissants. Un juste retour des choses. C'est une photo d'un dîner offert par le président Roosevelt pour le sultan Mohammed V pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux marges de conférence de ANFA. Le Premier ministre Winston Churchill, avait posé la question à Roosevelt, pourquoi vous allez offrir ce dîner quand le Maroc est toujours sous la protectorat de France? Et la réponse de Roosevelt, c'était simple, il a dit, parce que c'est son pays. Classée monument historique à la fois par les États-Unis et le Maroc depuis 1976, cette bâtisse a été convertie en musée, mais aussi en un centre d'action sociale. Aujourd'hui, ce sont les cours des mathématiques. Nous aidons les femmes à suivre ces cours pour les insérer par la suite dans le tissu socio-économique. Si aider les femmes à se promouvoir est une activité effectivement importante, un autre lieu à proximité de la légation américaine ne manque pas de surprendre. Au début des années 1990, un homme, amoureux de Tanger depuis les années 60, après avoir perdu son épouse, a décidé de venir s'installer ici pour entamer une deuxième vie. C'est à cette époque-là que j'ai décidé de créer une association, une fondation, qui était destinée à remettre Tanger sur la carte culturelle du Maroc ou du Maghreb en général, et d'organiser des activités culturelles pour certains enfants, des trucs de formation en arts plastiques, etc. Nous avons commencé par le théâtre. Autour de moi, derrière, c'est un musée, c'est le musée du Tanger International, qui fait revivre, ou qui essaye de faire revivre, les grandes heures de Tanger. Installé dans une ancienne synagogue désaffectée, il témoigne de la forte présence juive à Tanger. Après l'indépendance du Maroc en 1956, elle comptait environ 17 000 âmes. Mais un inexorable et irréversible mouvement d'émigration avait déjà bien commencé. Bon nombre de synagogues durent alors fermer ou se reconvertir. Cette synagogue a été construite vers 1878 par un riche banquier qui s'appelait Nahon. À ce moment-là, il y avait à Tanger dans les 8000 juifs, ce qui est assez important parce que certainement il y avait une population de peut-être de 80 000 à 100 000, pas plus. Elle était fréquentée par des familles aisées, comme en témoigne la richesse de sa décoration et la finesse des sculptures. Alors ici, il y a un décor arabo-andalou. Et ce qui est très spécial, c'est qu'il y a une inscription en arabe dans une synagogue. Alors, la traduction, c'est « Dieu est grand, la royauté
au service de Dieu. Allahu Akbar, Dieu est grand. Pour témoigner de la grandeur de Dieu, à l'occasion notamment des mariages ou des circoncisions, ces riches pratiquants offraient de belles lampes, des lustres en argent ou d'autres objets décoratifs. Quittons l'atmosphère un peu sombre et bruyante des petites ruelles de la Médina pour retrouver sur la corniche l'avenue Mohamed VI. Ici, le calme, le soleil et la mer font aussi le charme de la ville. À l'exception des gratte-ciels, on se croirait presque à Dubaï. Sur plus de 2 km, des espaces de détente et de jeux sont aménagés en bordure de mer. Un paradis après une journée de travail. Et pour les plus sportifs, bien sûr, il y a une nouvelle marina. Le projet de la reconversion du port de Tangéville, c'est un grand projet, une première à l'échelle nationale, de reconversion d'un site portuaire qui a été initié par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Il y a d'abord la création d'un nouveau port de pêche qui vise à tripler la capacité existante pour la pêche auparavant, à créer de nouveaux quais pour la croisière. Donc aujourd'hui, on peut accueillir 2 grands bateaux, 2 méga-bateaux, et finalement une marina à terme qui va faire 1400 anneaux avec une première phase réalisée sur un bassin de 15 hectares et une seconde en cours de réalisation qui va abriter 600 anneaux. C'est une excellente chose parce que ça coïncide avec la 20e année de l'intronisation de Sa Majesté le Roi sur son trône. Une reconversion globale réussie qui mérite à elle seule le détour. Mais après cette escapade en bord de mer, revenons dans la vieille ville pour y trouver des traces de sa longue histoire. Et notamment une très importante pour le Maroc. On est à la place 9 avril, s'il vous plaît. C'est la place où est arrivé le feu roi Mohamed V qui a annoncé l'indépendance du Maroc. C'est le 9 avril 1947. À quelques centaines de mètres de cette place, se dressent 2 bâtiments, symboles de la présence étrangère à Tanger. La Villa de France, ancien bâtiment diplomatique français de la fin du 19e siècle. Le peintre français Henri Matisse y séjourna en 1911 et 1912 pour notamment y peindre les tableaux « Vue sur la baie de Tanger » et « Paysages vus d'une fenêtre ». Le 2e bâtiment lui fait face dans un écrin de verdure. Ce terrain, c'est un cadeau du sultan Hassan Ier pour la reine Victoria en 1881. Et l'église a été construite en 1894 pour le testament de l'Écossais John Drummond Hay, qu'elle a travaillé conseiller du sultan Hassan Ier, 40 ans, et avec la reine Victoria en représentant et gouverneur britannique. Ici reposent des personnalités anglaises telles que l'écrivain Walter Harris. Consacrée en 1905, cette église anglicane est décorée avec une fusion de styles différents, mais avec de fortes influences mauresques. À propos de personnalités célèbres, il en est une dont le tombeau est situé dans la Casbah. Né en 1304 à Tanger, Ibn Battuta fut un explorateur et voyageur qui, au cours de ses différents voyages, entre 1325 et 1349, a parcouru plus de 110 000 kilomètres, de Tombouctou au sud, au canal bulgare de la Volga au nord, et de Tanger jusqu'à Kansu en Extrême-Orient. Surplombant la baie de Tanger, au sommet de la Casbah, se dresse le palais Dar el-Makhzen. Bâti en 1684 par le sultan Moulay Ismail, juste après le départ des troupes anglaises. Ce dernier y siégea jusqu'au protectorat en 1913, puis ce palais fut transformé en musée en 1922. Le palais a été construit pour répondre aux besoins de l'autorité locale, c'est-à-dire c'était un lieu de pouvoir local, économique et social, et juridique aussi, parce que là, on trouve l'ancienne trésorerie qui retrace un peu l'importance économique de la ville de Tanger. Ce musée patrimonial et archéologique de la Casbah retrace toute l'histoire de la ville au cours des siècles. On peut y admirer tout à la fois les minutieuses décorations arabo-andalouses qui ornent plusieurs sièges d'apparat, ainsi que de très remarquables armes anciennes qui témoignent du passé tumultueux de la ville, sans oublier la magnifique mosaïque provenant de Volubilis, Navegum Veneris.
Dans cette salle, on a exposé quelques coffres en bois de cèdre sculptés qui servaient principalement pour conserver soit les armes, soit les archives, soit les impôts recueillis de toute la ville. Tous ces coffres-là sont en bois, à part un seul qui est en fer forgé. Et c'est très spécifique parce que ça s'ouvre à travers une combinaison des boutons. Signe que cette ville est bien entrée dans le XXIe siècle, son accès par TGV et sa toute nouvelle gare ferroviaire. Cette première ligne à grande vitesse en Afrique, reliant Tanger à Rabat et à Casablanca, a été réalisée grâce à un partenariat franco-marocain. Elle restera sans nul doute, pour les Marocains, comme un des repères du 20e anniversaire du règne de Sa Majesté Mohamed VI. Dans quelques instants, le chef de bord viendra à votre rencontre. N'hésitez pas à le solliciter. Il est difficile de passer à côté d'un autre emblème de la ville, qui est devenu le poumon économique de cette région. Et il se visite. Le projet Tangemed est la concrétisation de la vision du roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. C'est un des projets du règne qui a vu le jour en 2003 et qui, depuis lors, n'a cessé de se développer pour terminer avec le port Tangemed II, qui coïncide avec le 20e anniversaire de Sa Majesté. Tangemed a permis au Maroc de se hisser au top 20 des nations maritimes en termes de connectivité avec le monde. C'est aussi un complexe industriel portuaire qui a permis sur un délai de 15 années la création de près de 80 000 emplois, l'installation de plus de 900 entreprises et le développement d'une activité à l'export qui dépasse les 8 milliards d'euros par an. Tanger, qui a su passer au XXIe siècle tout en conservant son charme ancestral et l'attrait de son bord de mer, mérite donc bien une visite.